Ils ont dit que tu es stérile, mais ils ne sont pas Dieu. Pero tokole di otonu weba, akole usu jao no. Do mama me leba, titi doni tinu keto, so bichi ki se zono ti. 13h à Cotonou, 12h en temps universel. Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Samedi 26 octobre 2024, aimable auditeur, bienvenue dans ce 13h sur Radio Afrique Santé, dont voici le sommet. 26 octobre 1972, l'armée prend le pouvoir en République du Dahomey et dissout le Conseil présidentiel ainsi que l'Assemblée nationale. 52 ans après, certains s'en souviennent et parlent de leur impression de cette époque dans cette édition. Après utilisation de la serviette hygiénique, plusieurs femmes jettent ces derniers un peu partout dans la nature. Quelles en sont les conséquences? Vous en saurez davantage dans ce 13h. La page sportive, c'est dans une vingtaine de minutes. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Amis aimables auditeurs de Radio Afrique Santé, à nouveau bonjour. Comme je l'annonçais en titre, le 26 octobre 1972, l'armée prend le pouvoir en République du Dahomey et dissout le Conseil présidentiel ainsi que l'Assemblée nationale. Le commandant Mathieu Kérékou prend la tête du nouveau gouvernement. Le 30 novembre 1972 est publié le discours programme de politique nationale et indépendance nationale. 52 ans après, certains s'en souviennent et parlent de leur impression à l'époque. Cette date est une date significative dans la vie de la carrière que j'ai faite. Nous étions déjà habitués à ce genre de coup d'État. C'était régulier en ce moment-là. Le 26 octobre 1972, moi j'avais déjà 20 ans. Donc j'ai vu ce qui s'est passé, je sais pourquoi ça s'est passé comme ça. J'étais collégien en culotte courte, en train de jouer au football, dans l'insouciance complète. À la pause de midi, quand on a entendu les coups de feu, on a senti, parce que j'étais interne au collège Père au Pied, et donc pas trop loin de la présidence, donc on a compris qu'il se passait quelque chose. Les présidents se succédaient à tour de rôle. À cause des intérêts des acteurs politiques. La musique militaire qui a commencé à diffuser à la radio a confirmé qu'il y avait quelque chose de plus grave, et ça a été de proche en proche corroboré par l'annonce du renversement du Conseil présidentiel. On ne l'appelait pas encore monstre à trois têtes, mais l'image est bien celle-là qui rend compte de l'incongruité de la situation où il y avait trois présidents qui devaient se partager un mandat de 6 ans à raison d'une tournante de 2 ans pour chacun. J'étais en service à Nati Tengu, mais moi en tant que militaire et transmetteur ensuite à l'époque. Entre-temps, les jeudis là, c'était quartier libre pour les militaires. Je devrais assurer les vacations de la journée qui étendaient jusque tard dans la nuit. Donc c'est à travers ces vacations-là que j'ai eu l'information en début de soirée. C'est par ce biais que j'ai été l'un des premiers à avoir l'information, avant que l'information se propage par la radio. Oui, j'étais très heureux. J'ai tout fait pour trouver une place juste derrière le président, derrière lui. Parce que c'était libre. Aujourd'hui, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cet événement et quel type d'héritage a-t-on laissé pour la postérité? Le 26 octobre 1972 est une date qui a marqué l'histoire politique de notre pays, en ce sens que après 12 coups d'État, le Bénin a retrouvé le chemin de la stabilité politique. Souvenez-vous que on disait du Bénin, du Dahomey d'alors, que nous étions l'enfant malade de l'Afrique. Alors après donc la révolution du 26 octobre 1972, le Bénin a connu une période de stabilité politique relative. Je dis relative parce qu'il y a eu beaucoup de soubresauts, beaucoup de mouvements qui ont marqué cette période. Mais nous pouvons noter que c'est une période qui a connu une forme de
consolidation de l'unité nationale. L'unité nationale a été mise à rude épreuve. De 1960 à 1972, nous n'étions pas une nation. Nous étions loin d'être une nation. Nous étions donc une nation en construction, mais avec les tiraillements politiques, avec des élections sous fond de violence, de régionalisme. Le Bénin n'avait pas la possibilité d'asseoir un véritable développement. Alors, la révolution donc a permis de consolider l'unité nationale et d'inaugurer une autre forme de gouvernance politique. Cependant, c'est une période qui a été une période donc d'effacement des libertés. N'étaient libres que ceux qui pouvaient penser la même chose que les révolutionnaires. Cela a fait que beaucoup d'enfants, de fils du pays ont été obligés soit de s'exiler et à l'intérieur, s'ils n'étaient pas d'accord, ils étaient purement et simplement jetés en prison. Je ne sais à peine, mais j'ai eu des informations qui ont montré que il y a beaucoup de bonnes choses qu'on peut tirer de cette expérience, et même s'il y a des gravités qu'il faut souligner quand on analyse la situation liée à cette révolution. Et ce qui est bon, qu'il faut encourager, qu'il faut même reprendre, intégrer dans les programmes de formation, c'est d'abord l'amour de la patrie. Il me semble que la révolution a voulu éveiller en tous les Dahoméens, tous les Béninois, un amour pour la patrie, un amour que rien ne peut corrompre. Et ça, c'est important. Un tragique accident de la circulation s'est produit le jeudi 24 octobre dernier à Zanyanando, causant plusieurs blessés graves et des dommages matériels importants. Selon les informations fournies par l'investigateur, le drame est subvenu vers 23h aux alentours de l'école primaire publique à Gonlion-Regbo. Le conducteur d'un camion Titan a perdu le contrôle de son véhicule, provoquant des dégâts significatifs sur son parcours. Selon les témoignages, le camion a d'abord percuté l'arrière, une voiture de 9 places transportant des organes. La violence du choc a entraîné le renversement du véhicule dans la direction opposée. Ces passagers ont subi des blessures graves et le véhicule est irrécupérable. Le même camion, dans son égarement, a percuté une moto ainsi que 2 tricycles stationnés au bord de la voie avant de terminer sa course contre la clôture de l'EPP à Gonliho-Egbo. Voilà. Dans la nuit du dimanche 13 octobre 2024, la localité de d'Itakwako, située dans la commune d'Ifaïn, département du Plateau, a été le théâtre d'un tragique accident de braquage. Un élu local, Cessinon Bernard Agon, qui était le chef du village, a été assassiné par les malfaiteurs. L'attaque s'est produite vers 22h. Selon les informations reportées par plusieurs médias, les assaillants ont ouvert le feu à bout portant sur Cessinon avant de prendre la fuite avec sa motocyclette de marque Haoju 115. Cet acte de violence a prolongé la communauté d'Itakwako dans le deuil et d'inquiétude. Halide Kossi Benjamin est le président de l'Association nationale de chefs au quartier du Bénin. Il a décrit l'état d'esprit de ses pairs depuis ce drame. Vraiment, c'est regrettable. C'est la désolation totale dans le camp des sécus. Il est vrai, les sécus mouraient, mais tirer à balles réelles sur un sécu tué, emporter sa moto, ses effets, ça commence pas à effrayer. Je suis un peu content par les démarches entreprises par le procureur de Porto-Novo et les autorités d'Ifaïn jusqu'à ce que le vent souffle maintenant et puis il y a quelques infos sur ces assaillants. Vraiment, je suis un peu content pour cet effort fourni par les autorités du plateau et le procureur de Porto-Novo. Au fait, ce n'est pas seulement les sécurités, ils ont comme devoir de protéger tout le monde. Ils n'ont qu'à intensifier un peu leur patrouille. Et ils le font. Je les félicite. Ils le font. Mais s'ils peuvent accentuer un peu, ce serait bien sûr. Pas parce que c'est un sécu qu'on va dire qu'ils ne font rien, non. Mais si tu rentres un peu dans ces détails, dans quelles conditions le sécu a été tué, revenant d'une cérémonie avec ses pairs, avec ses collègues, avec ses amis, en uniforme, là, vraiment, ça fait peur, quoi. Ce qui est encore un peu frappant, c'est que dans la même semaine, sur le plan national,
on a perdu 3 sécu dans la même semaine. Bon, les autres, ils ont été malades, même si c'est de courte durée, au moins, bon, ils ont été malades, ils sont morts chez eux, mais tirer à balles réelles sur un chef quartier dans sa zone, sur la voie comme ça, vraiment, c'est effroyable. Vous voyez, c'est un peu dommage. Le sécu, dans ses prérogatives déjà, assure même la sécurité de ses administrés. Vous voyez? Et voilà que lui-même, il n'est pas en sécurité. C'est un peu dommage. L'appel que moi j'ai à lancer à tous mes collègues, chefs quartier, chefs village du Bénin, c'est d'être très très prudent. D'être très très prudent et de prendre un peu recul sur les voyages nocturnes. S'il fait tard quelque part, je préfère qu'ils dorment à cet endroit et le lendemain, ils vont continuer. Je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'on n'était pas sur un forum comme ça il y a 2 ans en arrière, 1 an même en arrière. Mais maintenant qu'on est sur le même forum, sur le plan national, on enregistre vraiment des morts, des chefs quartiers. Dans tout le Bénin, il n'y a pas 2 semaines sans décès de chefs quartiers. Ça fait peur. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Après l'utilisation de leurs serviettes hygiéniques, plusieurs femmes jettent ces derniers un peu partout dans la nature. Cet acte ne laisse pas l'environnement indifférent. Suivez ce reportage de Carmen Rodeo pour mieux comprendre. Il n'est pas rare de constater des serviettes hygiéniques traînées sur les tas d'ordures dans les zones abritées par les mauvaises herbes et même aux alentours de certaines maisons. Mais quel est l'impact de ces serviettes sur Dame Nature? Quelques citoyens rencontrés s'expriment sur le sujet. Les serviettes hygiéniques ont un impact négatif sur l'environnement parce que après utilisation, elles sont jetées dans les poubelles, elles sont jetées dans la nature juste comme ça. Les plus chanceux se retrouvent dans les mains de la HCDS pour un traitement, mais pour la plupart se retrouvent sur les tas d'ordures, dans les poubelles. Et ces serviettes ne sont pas biodégradables, donc c'est qu'après des années que ça va totalement se dégrader. Regardez l'impact que ça va produire sur le fil des années. Les couches là, si on jette ça par terre, ça pollue le sol. Et en polluant le sol, ça peut polluer l'eau aussi. Et par là, les hommes peuvent tomber malades. Les serviettes hygiéniques peuvent polluer l'environnement. Quand ces serviettes hygiéniques sont rejetées dans la nature avec déjà les microbes rejetés par le coq, une fois que ça tombe sur le sol, ça va infecter le sol. Et ça peut être à la base des intoxications alimentaires. Et ça peut être également à la base des maladies hydriques. C'est le sang qui est dedans après utilisation. Bien vrai que ce sang n'est pas sale, c'est le sang humain quand même. Quand c'est jeté dans la nature comme ça, avec contact de la pluie, tout ce qui va avec, ça peut se retrouver malheureusement dans l'eau que les gens utilisent au quotidien, sur la nappe phréatique même, que les gens vont réutiliser encore pour 2 ans après. Karimat Lawani, consultante en gestion et activiste engagée pour la protection de l'environnement, nous explique mieux l'impact des serviettes hygiéniques sur l'environnement. Le plastique, les produits chimiques et les polymères absorbants sont les principaux constituants des serviettes hygiéniques qui peuvent dégrader l'environnement. Les serviettes hygiéniques jetées dans la nature peuvent avoir plusieurs conséquences néfastes sur l'environnement, notamment la pollution des sols et des cours d'eau, la libération des produits chimiques toxiques, la création de déchets non biodégradables et la menace pour la faune et la flore. Que faire donc pour préserver Dame Nature? Comment les filles et femmes doivent-elles s'y prendre pour maintenir l'environnement sain? Karimat Lawani. Optez pour des alternatives écologiques comme les serviettes hygiéniques lavables, les coupes menstruelles ou les tampons biodégradables. Évitez de jeter les serviettes hygiéniques dans les toilettes et les poubelles publiques et les jeter dans des poubelles appropriées. Sensibilisez les autres personnes autour de vous sur l'importance de préserver l'environnement et de réduire l'utilisation des produits jetables. Participez à des actions de nettoyage de l'environnement pour contribuer à la préservation de la nature. Pour une bonne hygiène environnementale, il est donc nécessaire de poser des actes responsables car un environnement sain équivaut à une santé saine. Sentons, restons-y pour parler de ce prestigieux et authentique défilé de mode de santé nommé WFH, entendez, Walking for Health, qui se tient ce samedi. La 3e édition de cette rencontre de mode et santé porte sur le thème de la lutte contre le cancer du sein, un sujet qui touche profondément toute la population et précisément les femmes. Pour en savoir davantage, Ginette Fleur a reçu pour vous Rudy Azanlin, qui est promoteur du dit événement. Alors, pourquoi un défilé de mode et santé? Alors, je vous remercie déjà de me permettre de pouvoir participer à cette émission.
Alors pourquoi un défilé de mode et santé? Comme je viens de l'entendre tout à l'heure, la santé est un trésor et la mode est un outil de communication très puissant qui intéresse tout le monde. Et moi personnellement, ainsi que toute mon équipe, nous avons le souci de faire comprendre que par la mode, on peut faire passer des messages très importants pour éduquer, pour sensibiliser la population. C'est à cet effet qu'on a créé le WFH, le Walking for Health, qui veut dire marcher pour la santé, en terre à terre, le défilé de mode et de santé. Alors vous êtes à quelle édition? Nous sommes à la 3e édition qui va porter sur la lutte contre le cancer du sein. Pourquoi avoir choisi le cancer et pas une autre maladie, par exemple le paludisme, le sida et autres? Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes à la 3e édition. Déjà la première édition qui eut lieu en 2021, nous avons eu à parler de la Covid-19 parce que c'était une pandémie qui était vraiment... On était en plein dedans. Voilà. En 2023, nous avons eu à parler de la santé mentale au sein de la famille parce qu'on considère que la famille est quand même l'atome de la société. Et cette année, nous sommes en train d'aborder le thème du cancer du sein. Je ne dirais pas qu'on a choisi le cancer du sein, je dirais qu'on est en train de suivre une feuille de route tout simplement. Et par la grâce de Dieu, si les années qui suivent, nous sommes assez soutenus, nous allons toujours continuer par parler d'autres maladies. Alors, ce défilé de mode et santé aura lieu quand et où? Alors, le défilé de mode et santé Walking for Health, WFH, aura lieu le samedi 26 octobre 2024 à 19h à Fidjosé, à la JVS. Comme on peut le constater, vous êtes accompagné par de nombreux partenaires, mais sur des événements comme celui-ci, on a toujours besoin d'un plus. Alors, quel est le message que vous avez à lancer? Déjà, un défilé de mode, ça génère beaucoup de charges. Donc, maintenant, quand on dit défilé de mode et santé, vous comprenez que la santé est un domaine très important. Moi, je lancerai simplement un appel déjà à toutes ces personnes, toutes ces structures qui ont le désir de soutenir déjà ce défilé, de soutenir cette initiative, de pouvoir nous accompagner jusqu'au bout, que ce soit financièrement, en compétences ou en prestation de services. Et je passe aussi par mon message pour dire merci surtout au ministère de la Santé qui nous fait confiance et à tous ces autres partenaires qui sont en train déjà de prendre le pli, d'être dans l'aventure. Est-ce qu'en plus du défilé, vous avez autre activité dans le cadre de la sensibilisation contre le cancer? Oui, en effet. Comme posait la question certaines personnes, est-ce qu'il va juste choisir d'un défilé de mode, on va venir, on va montrer des styles? Non. Avant le défilé de mode, il y aura des phases de dépistage précoce par rapport à ce cancer du sein qui est considéré comme un tueur silencieux. Il y aura des ateliers de sensibilisation et nous espérons déclencher une phase d'accompagnement de ces victimes avec les structures compétentes bien sûr pour pouvoir les aider par une démarche entrepreneuriale. Donc, d'accord. Voilà. Radio Afrique Santé se tient à vos côtés pour cet événement. Est-ce que vous avez un mot pour conclure cet entretien? Merci déjà à la radio de permettre à l'une personne que je suis de pouvoir parler de cette information à toutes ces personnes qui ne me connaissent pas nécessairement et merci, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup à vous, Monsieur Azanli Rudy. Je rappelle que vous êtes le promoteur de WFH, entendez Walking for Health. C'est un défilé de mode et de santé qui se tiendra à Cotonou, plus précisément à Fidjosé. Vous étiez l'invité de ce journal. En direct du studio Vincent Folly, cette édition se poursuit. Donner son numéro en étant marié est se tromper. En effet, certaines personnes estiment que ces habitudes montrent déjà des signes d'une tromperie, une affirmation qui n'est d'ailleurs pas acceptée de tous. Dans ce micro-trottoir, elles sont nombreuses, ces personnes qui pensent que donner son numéro à un inconnu permet non seulement de tisser de nouveaux liens, mais aussi de s'ouvrir des portes pour demain. Quelques-uns ici se prononcent. Je ne dirais pas que c'est une manière de tromper son partenaire ou sa partenaire. Et ça dépend de qui vous êtes, l'homme ou la femme. Mais ça se passe souvent avec la femme. C'est souvent la femme qui donne son numéro aux hommes qui peuvent avoir l'idée ou l'intention de la draguer. Mais ça évite parfois des problèmes. Ce que moi je dis, c'est quand vous donnez votre numéro, il faut informer votre homme que il y a telle situation, je vais donner mon numéro. Mais quand on ne le fait pas, et même donner le numéro simple n'est pas encore un souci,
C'est quand celui à qui vous avez donné le numéro vous contacte, vous appelle, vous écrit, et vous répondez de certaines manières, avec certains mots qu'on pourra dire que c'est une manière de tromper son partenaire. Mais quand on dit donner son numéro, on n'essaie jamais. Vous pouvez, par cette occasion, avoir un boulot, avoir des opportunités. Donner son numéro en étant en couple n'est pas une tromperie. Parce que le fait de donner son numéro ne signifie pas que tu as une relation intime ou peu importe avec ce dernier. Bon, le fait que tu as donné ton numéro peut t'aider à tisser de belles connaissances et t'aider dans l'avenir. Une fois que je n'ai pas l'intention de sortir avec la personne, c'est juste que prendre son numéro. Peut-être j'aurai besoin de quelque chose après et lui peut m'aider quoi. On ne sait jamais. Donc je peux prendre son numéro. S'il m'appelle, je décoche. Je pense que ça ne dérange pas dans la mesure où c'est pour des relations soit purement professionnelles, soit c'est des relations amicales qui se limitent à l'amitié. Mais si la personne est déjà avec quelqu'un et donne encore son contact, il va rencontrer cette personne-là, prendre rendez-vous avec cette personne, voir quotidiennement cette personne, ça rentre dans la tromperie. Dans ce cas, ça ne serait pas bien. Ça dépend. Ça peut être un signe de l'infidélité. Pourquoi? Si celui à qui ou celle à qui tu veux donner ce numéro-là a déjà des sentiments pour toi et voulait coûte et coûte se rapprocher de toi, là, clairement, tu connais déjà l'intention de l'intéresser. Et pourquoi lui donner encore ton numéro? Là, tu veux déjà tromper ton partenaire ou ta partenaire. Mais si, par exemple, tu connaissais pas l'intention de cette personne-là, vous vous rencontrez et te demande, mec, donne-moi ton numéro. Tu es obligé de le donner parce que cette vie est trop courte. Tu peux avoir besoin de cette personne-là. Étant donné que je ne connais pas réellement l'intention de la personne, je vais prendre son numéro. Et là, ça ne voudra donc pas dire que je trompe ma meuf. Non. La solitude, souvent perçue comme un espace de vide, est en réalité un moment où l'individu se retrouve face à lui-même, confronté à ses pensées, ses émotions et son existence dans toute sa profondeur. La solitude est-elle une expérience nécessaire pour le développement personnel? Élément de réponse dans cet élément, signé Samuel Okora. La solitude est bel et bien une expérience nécessaire pour le développement personnel. Pour celui qui a passé tout son temps à partager ses secrets, à vivre dans des groupes donnés et qui ne sait pas comment se maintenir, qui est extraverti surtout, il fait un peu de choses, il partage ça avec ses amis, il partage ses réussites avec ses amis et qui au finish, ces amis-là se sont retournés contre lui parce que au prime abord, ils croyaient que voilà, ils étaient avec lui, ils riaient, alors que ce n'était pas un sourire intérieur. Ceci dit, celui qui a pris conscience et qui décide de vivre seul, d'être introverti et qui ne partage plus rien, les gens verront que voilà, il a changé. Mais on constate de l'évolution en lui. Il a acheté moto s'il n'en avait pas avant, il a acheté parcelle et voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la solitude est une expérience pour moi nécessaire pour le développement personnel. Selon moi, la solitude est une expérience nécessaire pour le développement personnel parce que on doit toujours, ne sommes pas obligés d'être accompagnés, d'être tout le temps entourés. Il faut savoir parfois apprendre à rester seul, ça forme le mental. Comme ça, quand les gens vont te quitter, quand les gens vont t'abandonner, tu seras déjà prêt en fait à vivre ce moment-là, à vivre cette expérience. Comme avoir des amis, avoir des personnes autour n'est pas une chose acquise aussi. Il faut aussi l'apprendre. Pour moi, c'est une expérience personnelle. La solitude n'est pas une expérience nécessaire. Moi, je dis toujours quelque chose. La vie se conjugue mieux au pluriel. Et c'est pas en étant seul qu'on va pouvoir mieux nous concentrer sur nos objectifs. Ce n'est pas en étant seul qu'on va éviter les problèmes. Et je pense que mieux vaut être ensemble pour faire bien les choses. Déjà, quand tu es bien entouré, c'est bien pour la santé mentale. C'est bien de vivre ensemble, en fait. L'inconvénient que je trouve d'être seul, de vivre dans la solitude, c'est que tu te méfies des gens et la probabilité pour que tu entres dans la dépression est très très forte. Donc, personne ne sait ce que tu vis seul, personne ne connaît tes peines. Du coup, bon, ça peut te créer un jour de problème. Tu peux aller jusqu'au suicide même, sans que quelqu'un ne puisse te venir en aide. Parlons sport à présent avec le Togo qui a disposé du Bénin 2-0 ce vendredi en match aller du premier tour éliminatoire de CHAN 2024. Une précieuse victoire des éperviers qui prennent une sérieuse option sur la qualification au second tour. Disciplinés et réalistes, les locaux togolais
enlevé le score au début de partie sur une sublime réalisation de Denis Abalo. Et en fin de rencontre, Bruno Avoto va sceller la victoire des siens, voilà, à la suite d'une action collective. Avec cette précieuse victoire, le Togo prend une sérieuse option sur la qualification au second tour. Reste désormais à conserver cet avantage face au Bénin le 3 novembre prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire, lors de la match retour. Et voilà qui met fin à ce 13h. Merci à Parfait Afodé ou derrière la baie vitrée pour la collaboration technique. Au micro, je suis Romaric Tokwe. Belle journée chez vous et bon week-end à tous. Alors salut, voilà, ici Ignace Don Mitok et je vous invite à rester câblé sur la radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. On lâche pas l'affaire, on est ensemble. Écoutez, ça fait du bien. Oh oui, ça fait du bien.